Salut tout le monde! Reprenons notre fresque historique avec pour thème du jour la toute première expérience républicaine de l'exercice du pouvoir. La Convention est l'assemblée qui succède à l'Assemblée législative ayant élaboré la première Constitution, et elle siège lors de la Première République. Elle s'étend sur environ 3 ans, de 1792 à 1795. C'est à cette période que la Révolution atteint son apogée. En effet, la Révolution française n'est pas qu'un ou plusieurs événements ponctuels de l'été 1789. C'est quelque chose de beaucoup plus étendu dans le temps. Je vais commencer par vous parler de la République jacobine. Et pour cela, il faut reprendre là où nous en étions, à savoir à l'été 1792. Souvenez-vous, nous sommes le 10 août 1792 et la monarchie chute sur fond de début de conflit militaire avec les voisins européens. Conflit qui se superpose aux conséquences révolutionnaires de l'année 89. Ce contexte rend inapplicable la toute jeune Constitution. En réaction, l'Assemblée met en place, en septembre, une convention nationale en vue d'assurer la souveraineté du peuple et le règne de la liberté et de l'égalité. Alors en gros, elle est plus marquée à gauche, et d'ailleurs c'est à cette époque de la Révolution française qu'émerge petit à petit, gentiment, le fameux clivage droite-gauche. Son nom est emprunté à la Convention américaine, et notre Convention nationale est cette fois-ci élue au suffrage universel. Et par universel, il faut comprendre partiel, sorte d'universalité mais dans le genre masculin. Deux changements notables. Le premier, c'est qu'il n'y a plus de cens à payer. Le second, c'est que l'âge de vote est abaissé à 21 ans. On met en place un nouveau calendrier qui ne se base plus sur la naissance du Christ, mais qui prend pour point de départ l'année 1792. On a désormais 4 périodes correspondant aux saisons, chacune divisée en 3 mois, chaque mois renvoyant à un fait précis comme les vendanges ou encore les moissons. La Convention est officiellement constituée le 20 septembre 1792 et elle est composée par de nombreux juristes. Elle abolit la royauté à l'unanimité, mais décide d'exécuter Louis XVI à une courte majorité, soupçonné de conspiration, de trahison. Le roi aura donc droit à la guillotine, une machine visant à donner une mort moins pénible, plus expéditive. C'est le médecin français Guillotin qui milita pour qu'elle soit adoptée comme mode d'exécution, d'où le nom guillotine. Et chose assez dingue, elle sera utilisée en France jusqu'en 1977, environ 2 siècles d'utilisation. Louis XVI est alors guillotiné le 21 janvier 1793. Il va sans dire qu'un tel acte tend à unifier les puissances étrangères contre la France. Il faut bien mesurer que tuer un roi, c'est-à-dire un régicide, est encore considéré à l'époque comme une chose absolument incroyable, absolument osée. Je vous invite d'ailleurs à voir le supplice de Ravaillac, l'assassin d'Henri IV, pour en saisir toute la teneur. Et je vous préviens, c'est particulièrement cruel, mais vous irez après la vidéo. Bref, durant les 3 ans de la Convention se distinguent 2 périodes. Une dite jacobine, classique, qui court jusqu'en juillet 1794. Une autre, dite thermidorienne, partant de juillet 1794 à octobre 1795. Commençons par la première des 2 périodes, la période jacobine. Cette période est elle-même divisée en 2 phases. Une phase dite girondine, qui va jusqu'en juin 1793, et une phase montagnarde, qui lui succède jusqu'en juillet 1794. Pour bien distinguer les 2 phases, vous pouvez penser aux Girondins de Bordeaux, ou vous dire, je sais pas, que l'on boit le Bordeaux avant d'aller en montagne. C'est une idée, même si je pense que c'est quand même un peu dangereux. Donc, première phase de la première période de la Convention, la phase girondine. Au sein de la Convention, donc de l'Assemblée qui donne son nom au début de cette toute première expérience républicaine,
Il existe des gens de gauche plutôt modérés, les Girondins. Au début, ce sont eux qui dominent avec comme chef de file Brissot ou encore Condorcet. Ils tirent leur nom du fait que nombre d'entre eux proviennent de la Gironde. Ils sont globalement provinciaux, attachés aux libertés et se méfient des Parisiens. À l'opposé, il y a les montagnards, qui eux, semble-t-il, tirent leur nom du fait qu'ils siègent dans les hautes travées de l'Assemblée. Ils sont globalement intéressés par des préoccupations parisiennes et plus prompts à mettre sous silence la liberté si cela permet d'instaurer l'égalité des droits et si cela aboutit à consolider les acquis révolutionnaires. Parmi eux, il y a notamment Robespierre, Danton, Marat et Desmoulins. Et entre les deux, il existe La Plaine, aussi appelée Le Marais. Ils tirent probablement leur nom de leur position plus basse dans l'Assemblée, à la différence des montagnards. Beaucoup d'élus, notamment ceux de la montagne, fréquenteront le club des Jacobins, lieu parallèle de débats et d'échanges d'idées. Les Girondins perdent la majorité au printemps 1793 au profit des montagnards qui n'auront eu de cesse de fustiger leur mollesse dans la gestion de la crise militaire ambiante. Certains Girondins seront même arrêtés. C'est alors que démarre la seconde phase de la période jacobine, la phase montagnarde. Les montagnards font adopter le 24 juin une nouvelle constitution, la constitution de l'an 1, proposée par Hérault de Séchelles. Elle est acceptée par référendum le 10 août, le premier de l'histoire française, un an jour pour jour après la chute de la monarchie. Cet événement, inédit, est toutefois nuancé. Il y a encore beaucoup de troubles dans le pays et une partie importante de la population reste illettrée. Donc le climat n'était pas des plus favorables. En préambule du texte constitutionnel, les conventionnels introduisent une DDHC, mais attention, qui n'est pas celle de 1789. Ce qui domine, c'est une place importante accordée à l'égalité, au point où l'esclavage est aboli. On crée des droits sociaux, comme le droit au travail ou à l'instruction. C'est un peu le début de l'État-providence, où il incombe au pouvoir de garantir des droits. Ce qui est notable, c'est qu'une place importante est accordée aux citoyens, et au peuple qui les réunit tous, plutôt qu'à la nation, entité jugée trop abstraite. On s'inspire beaucoup, à ce moment-là, du contrat social de Rousseau. Par ailleurs, les pouvoirs sont concentrés dans les mains du corps législatif. Point important, le gouvernement estime qu'il sera révolutionnaire jusqu'à la paix. Vous verrez que ce sera le siège justificatif de pas mal de choses ensuite. Petit problème cependant, les monarchies européennes continuent de mater les troupes françaises et dans le pays, monarchistes et girondins se rebellent contre les montagnards. En gros, ça craint. Du coup, en réaction, il est tout simplement décidé de ne pas appliquer cette constitution idéaliste qui sort du four et de mettre en place un gouvernement autoritaire, très autoritaire. Se développe alors la notion de salut public, qui exige d'adopter des mesures très fortes pour préserver la Constitution face aux périls qui la menacent. On pourrait résumer ça comme suit. À situation extrême, mesures extrêmes. Le gouvernement active alors en quelque sorte le mode dictature, tout comme la justice qui le sert, et s'arroge énormément de pouvoir, ce qui, paradoxalement, rappellera d'une certaine manière l'arbitraire d'ancien régime. On suspend la Constitution et le fonctionnement normal de l'État, autant de temps qu'il sera nécessaire pour pacifier le pays. L'organe clé du gouvernement sera le fameux comité de salut public. Alors il existe déjà à ce moment-là depuis quelques mois, mais il deviendra beaucoup plus important à compter du moment où le pouvoir se durcit. Ce comité se voit largement contrôlé et influencé par Robespierre. C'est une sorte d'inquisition qui vise à arrêter et éliminer toute personne qui pourrait nuire à la stabilité nationale, ce qui est très vague et arbitraire. En témoigne en ce sens la loi dite des suspects. Démarre alors pour un bon moment la terreur, période de grande violence, de forte répression, à distinguer de la grande peur abordée dans une précédente vidéo et qui faisait référence aux troubles de l'été 89. Mais petit à petit, ce comité va se diviser et susciter de plus en plus d'hostilité. La terreur va progressivement se tasser,
notamment après que Robespierre ait été déchu puis exécuté le 9 Thermidor en 2. Thermidor renvoyant à la chaleur, il s'agit du 27 juillet 1794. D'ailleurs, petite anecdote, au moment où j'écrivais cette vidéo, nous étions le 13 Germinal en 227, Germinal évoquant la germination. Je vous laisse alors deviner quand est-ce que je l'ai écrite en calendrier actuel. Après la chute de Robespierre, on va amorcer la deuxième et dernière période de la Convention, la période thermidorienne. À ce moment-là, la Convention se compose des rebuts de la politique montagnarde, en particulier des gens de la plaine. Les thermidoriens en ont assez du sang versé et souhaitent se conformer dans la modération. Plus globalement, on veut revenir à un exercice raisonné du pouvoir d'avant la terreur, tout en cessant l'instabilité issue de la guerre et de la Révolution. On souhaite alors, évidemment, rédiger une nouvelle constitution. Et c'est ce qui occupera pour l'essentiel la Convention jusqu'à l'été 1795. Ce sera l'affaire d'une commission de 11 personnes, dont Boissy d'Anglas est le rapporteur. Alors pour faire simple, il veut à la tête du pays un collège rassemblant les meilleurs, une élite. Selon sa pensée, ce sont les plus instruits, les plus intéressés au maintien des lois, des propriétaires. En bref, le pouvoir doit revenir aux notables. On arrive alors au deuxième et dernier grand temps de la Première République, après celui de la Convention, à savoir le Directoire. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Ça y est, la vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez appréciée, n'ayez pas peur de mettre un commentaire ou un pouce vers le haut. La prochaine fois, on parlera donc du Directoire. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.